Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Les mangas, c'est quand même, j'en ai regardé, vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est Ok, Pema. Bon, dans une vidéo sur Ghibli, j'avais dit ça. Puis arrive Osamu Tezuka, qui est le mec qui a juste inventé les mangas, et on me l'a reproché, parce qu'effectivement, c'était pas tout à fait vrai, mais un peu quand même. Mais j'ai toujours voulu vulgariser, donc pour me faire pardonner, on va faire une vidéo entière sur le sujet. D'ailleurs, je retire aussi ça. Et en troisième, on a la France, parce qu'on est très, que dis-je, exécrablement mauvais pour faire des films. Parce que c'est totalement faux, mais bon, sur le moment, j'étais un peu vénère à cause de toutes les comédies de merde qu'on se coltine. Encore, le cinéma français est excellent quand on s'y intéresse un minimum. Fin de la parenthèse. Bon, alors, pour résumer... Les mangas et le terme qui le désigne de base, c'est vieux, c'est très très vieux. Mais du coup, on va commencer par se demander de base, qu'est-ce que c'est un manga? Parce que de manière étymologique, c'est la contraction de man, qui veut dire divertissant ou sans but, et ga, qui veut dire dessin. Dérivant d'un ancien mot japonais, aussi, qui voulait dire en gros, pris sur le vif. Donc en gros, ça veut dire que le mangaka, le dessinateur, dessine des choses qui ne sont censées être que des passe-temps, si on en suit la traduction de man, et qui lui viennent au fur et à mesure, comme ça, sans être forcément préparés à l'avance. D'où le fait que beaucoup ne savent pas s'arrêter. Faut peut-être se dire que le mangaka a pas tout pensé à l'avance. À l'époque de sa création, c'est déjà de par son nom, considéré même par ses créateurs comme la soi-disant sous-culture de l'époque, la culture pop et pulp du Japon féodal, puisqu'elle a été créée durant l'époque Edo, au XVIIIe siècle, avec des ouvrages de dessin comme le plus vieux que j'ai trouvé dans mes recherches, qui s'appelle Mankaku Zuijitsu de Kankei Suzuki en 1771, où le terme était déjà utilisé, mais pas encore popularisé, puisque c'est le fameux Hokusai, peintre de la vague. Ouais, c'est marrant. Mais si, vous savez, les occidentaux la connaissent comme étant désormais le logo de la marque Quicksilver. Putain de... Bon, elle est aussi visible dans Les Lochiens de Wes Anderson. Hokusai a sorti en 1814 un bouquin compile de plusieurs dessins du nom de Hokusai Manga, qui fait connaître le mot en Occident, ayant créé sa notoriété, et donc son nom, puisque même Edmond de Goncourt, oui, le fondateur de l'Académie, qui a donné son nom au prix de la littérature, a fait une étude artistique d'Hokusai en 1895, en parlant du terme au féminin, en disant la manga, parce qu'il pensait à une illustration. Mais vu qu'après on a eu un livre, bah en France le mot est devenu masculin, alors qu'on dit bien une BD. Mais bref, on peut pas savoir son genre d'origine, puisque dans le japonais, bah y a pas de genre. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc au début les mangas c'est pas du tout des BD, mais juste des dessins. Il y a une intention de narration dans le dessin au Japon dans le 8e siècle, à l'époque de Nara, faisant partie des 14 subdivisions de l'histoire du Japon, qui elle-même est actuellement composée à partir du calendrier japonais de 248 heures. Nous sommes actuellement dans l'ère Reiwa, depuis le 1er mai 2019, après l'abdication de l'empereur Akihito, qui a été remplacé par Naruhito. Qu'est-ce qu'on se marre de la lignée Yamato, devenant le 26e empereur du pays. Bref. À l'époque de Nara, donc, si je m'égare pas, on avait déjà des rouleaux narratifs, où on découvrait l'histoire en déroulant le rouleau, quoi. Nommé les makimono, le plus ancien conservé à ce jour étant le sutra, illustré des causes et effets, ou juste Eingakyo en japonais, qui séparait clairement le texte et le dessin, mais on peut dire que ce que vous voyez là, même si c'est juste une copie et reproduction d'un document chinois, bah c'est le premier des mangas. Mais le premier à avoir le style Yamatoe, et ainsi à avoir un style japonais et une indépendance artistique nationale, c'est un emaki du 12e siècle, à savoir les rouleaux illustrés, du Genji, ou en japonais encore une fois, Genji Monogatari Emaki. Et c'est à partir de la période Edo, et donc d'Hokusai, que les dessins vont illustrer véritablement des romans. À ce moment-là, quand Hokusai publie ses mangas entre 1814 et 1834, bah je rappelle qu'au milieu en Suisse, en rappel à mes vidéos sur Tintin, clin d'œil, un certain Rodolphe Topfer va inventer la bande dessinée en 1827, et c'est pile à ce moment-là que le Japon débute un commerce international, des étrangers venant visiter le pays, où la période Edo commence à se terminer, puisqu'elle se clôturera en 1868, son nom venant de la capitale du pays, où se trouve la dynastie, la ville d'Edo, qui est ainsi renommée sobrement Tokyo. LOL. Et leur monnaie, le yen, est également créée à ce moment. Donc c'est une véritable révolution industrielle japonaise, et ça se verra à l'évolution du style vestimentaire. La presse japonaise est créée dans les années 1860, et le premier journal à diffuser des dessins est le Shinbun Nishiki en 1874. Les Japonais sont formés au dessin par des Britanniques tels que Charles Wirman, très connu là-bas, puisqu'il leur a fait mieux découvrir la perspective qu'ils maîtriseront au final mieux que les Occidentaux, et seront un peu influencés par leur style. Wirman ayant créé le journal satirique Japan Punch,
qui était un peu le Charlie Hebdo de l'époque, où il se foutait de la gueule des empereurs, et c'est inutile de vous dire que ça a été très mal vu et censuré bien sûr. C'est finalement le français Georges Ferdinand Bigot, enseignant d'aquarelle, qui arrive au Japon en 1882 et va faire découvrir 5 ans plus tard, en 87, la BD au pays du soleil levant, en créant lui aussi un journal satirique, après l'arrêt de Virkman, nommé Tobae. Gustave Verbeck, considéré comme un des pères de la BD moderne, est né en 1867 à Nagasaki, son père néerlandais enseignant là-bas pour une mission. Il sera élevé par des dessins japonais, qui se lisent de droite à gauche, comme l'hébreu, et après s'être cassé aux US, en passant par Paris, pour prendre des cours d'art, sa mère étant française, mais elle vit aux US, du coup il part là-bas, et découvre les premiers comic strips, comme The Yellow Kid, qui se lisent cette fois de droite à gauche. Du coup, il a un concept pour une BD que je trouve absolument génial, ça s'appelle The Upside Downs of Little Lovekins and Old Man Muffaru, oui c'est très long comme titre, traduit en français par les Zinzins Inversés, et vous aurez compris au nom que c'est une BD qui se lit dans les deux sens. Il a créé des dessins qu'on doit retourner et qui prennent un sens complètement différent. Toutes les illusions d'optique que vous voyez, est-ce un canard ou un lapin, la nouvelle image qui agite la toile, bah c'est lui le créateur. C'était une anecdote comme ça, mais s'il y a eu autant de vieux perturbés par les mangas, c'est aussi parce que ça se lit pas dans le bon sens, c'est nouveau et puis c'est différent. Le terme de manga a pourtant été délaissé depuis un demi-siècle, et est ressorti pour qu'enfin ce que nous connaissons désormais soit créé quand l'Australien Frank Arthur Nankivel enseignera la caricature à Yasuji Kitazawa, de son pseudo Rakuten, qui reprendra le terme manga en parlant de ses dessins et se désigne comme mangaka, inventant le mot. Pour résumer un peu, parce que on peut pas avoir une date précise pour la création d'un truc, c'est toujours progressif sinon mes vidéos seraient pas aussi longues. Le premier manga tel qu'on les connaît aujourd'hui, cette fois, donc des BD japonaises, et pas juste des dessins seuls, date de 1902 et est créé par ce certain Kitazawa justement, comme étant simplement un remake de l'Arroseur arrosé, parce que c'est une BD à la base avant d'être un film de Frères Lumière, comme quoi on adapte des BD depuis le début du cinéma. Du coup oui, le manga BD japonaise, j'entends, n'a pas été créé par Tezuka comme je le disais, mais bien par Kitazawa, publiant des planches de 6 cases pour ses magazines Jiji Chimpo et Tokyo Puck, faisant déjà des gags en une page comme le feront plusieurs auteurs belges plus tard. Rakuten Kitazawa innove en inventant une revue pour enfants en couleur en 1908, et invente les termes démographiques, dans le monde du manga, de shonen et shoujo, en faisant paraître en 1914 Shonen Kurabu, et en 1923 Shoujo Kurabu, ou littéralement le club des garçons et des filles, parce que voilà, c'était séparé, et aujourd'hui on a tendance à confondre le genre du neketsu, donc le héros en quête initiatique, avec le shonen, parce que c'était publié par défaut comme considéré pour les garçons, bien sûr, puisqu'on aime bien les muscles luisants et saillants. Je dirais même plus super saillant. Ah, c'est marrant. Il expose même son œuvre à Paris en 1929 et reçoit la Légion d'honneur alors même que Tintin vient d'être inventé. Ippei Okamoto introduit à ce moment-là les comics au Japon, qui introduisent donc les phylactères, enfin les bulles quoi, dans les mangas où le texte était encore séparé du dessin. Le premier à les généraliser étant Katsuichi Kubashima, avec les aventures de Shoshan en 1923, un journaliste aventurier accompagné d'une mascotte qui est en fait un écureuil nommé Risu. Alors c'est de la fantaisie, mais c'est marrant de se dire que le mec a inventé un mélange entre Tintin avec 6 ans d'avance et Spirou et son écureuil Spip avec aussi 15 ans d'avance pour Spirou, mais surtout 16 ans pour Spip. Mais une grosse pause va avoir lieu jusqu'en 1945. En effet, je parlais de Tintin, ben justement, les satires sont censurées et les journaux doivent faire de la propagande pour le régime et le gouvernement militaire à partir de la guerre sino-japonaise, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Tintin, encore une fois, puisqu'elle est abordée dans le Lotus Bleu, et car j'étais clairement du côté de la Chine, qui mena à leur entrée en guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, où il faisait partie, je le rappelle, du fameux axe Rome-Berlin-Tokyo, soutenant donc le régime fasciste et nazi, puisqu'ils avaient annexé et envahi la Corée en 1910, puis la Mandchourie en 1931, après se l'être disputé avec la Russie durant la guerre russo-japonaise entre 1904 et 1905, en tirant ainsi une partie du sud du territoire, créant donc un faux attentat dessiné dans le Lotus Bleu, l'incendie de Mukden, pour leur permettre de l'annexer. Ce désir d'expansion les fera exclure de la Société des Nations, se tournant donc vers l'Axe. Opposés aux Alliés, d'où les nombreux cartoons de propagande des Looney Tunes, où on peut voir Bugs Bunny se battre contre des Japonais, et à l'inverse les animés représentant le Japon envahi par Mickey Mouse. Après la destruction de la ville natale de Gustave Verbeck, par une bombe atomique, les US occupent le Japon, alors dirigé par le général Douglas MacArthur, et ce jusqu'en 1952, imposant leur culture, telle que les comics et les films. Le premier grand succès d'après-guerre est Sazae-san, publié en 1946, mais j'en parlerai un peu après parce que c'est un gros morceau. C'est alors qu'arrive le fameux dieu du manga, étant alors très influencé par la culture américaine ambiante, puisque son père possédait, chose rare pour l'époque, un projecteur, lui projetant ainsi les films de Charlie Chaplin, dont Le Dictateur, critiquant leur Führer Adolf Hitler, dont les films préférés, que sont les films de Walt Disney, inspireront plus tard Tezuka, devenant un énorme fan de Bambi, dont il reprendra les grands yeux, qui deviendront si caractéristiques des mangas. Il invente aussi le mouvement, avec les effets graphiques, comme les traits en arrière-plan, et les onomatopées, notamment ces symboles, exprimant le sentiment des yeux, ou des objets, et qui se prononcent pika pika,
d'où le nom de Pikachu, qui veut dire souris scintillante. Chu, ça veut dire souris. Mais aussi les cadrages, les mangas étant alors très théâtraux, il va rendre ça plus cinématographique, étant sa passion première. C'est tout ça qui lui vaudra le titre de dieu du manga, ou père du manga moderne, puisque tous les mangas que vous lisez maintenant, ça fait beaucoup de mangas, découlent de ce monsieur, dont sa première œuvre, à succès, La Nouvelle Île au Trésor, considérée pour sa parution en 1947 comme la date de naissance du manga. Voilà pourquoi je disais que le mec a inventé les mangas, c'est parce que ce qu'il a fait a été tellement important qu'on pourrait le rapprocher de l'inexistant Colin McKenzie pour le cinéma, dans le faux documentaire Forgotten Silver de Peter Jackson. Sauf que Tezuka, lui, a existé, et ça c'est beau. Avec Disney, il est plus passionné par l'animation que la BD, et a créé ses propres boîtes de prod dans les années 60, donc Mushi Productions, d'abord en 62, et Tezuka Productions en 68, toujours en activité, étant dirigé par son fils Makoto Tezuka, pour concurrencer la Toei, créée en 1948, et qui commencera les dessins animés qu'en 56, qui venait d'ailleurs de sortir en 58 son film Le Serpent Blanc, le premier film d'animation japonais en couleur, dont j'avais dit dans ma vidéo sur Ghibli qu'il avait donné envie à Miyazaki de faire du cinéma. C'est pour ça qu'il y a autant de couleurs dans ses films. Il réalise donc la première série d'animation japonaise en 63, et je précise bien série parce que des animés, il y en a déjà eu bien avant, j'en ai cité 2 précédemment dans cette vidéo, mais le premier a été animé presque 50 ans avant, donc on va pas dire qu'il a innové non plus. En adaptant son manga Astro Boy, qu'il a créé en 52, parce qu'énormément d'animés sont adaptés de mangas, à quelques exceptions près, même ceux dont on ne se doute pas, qui a été adapté en 2009 en long métrage, en images de synthèse, avec Freddie Highmore, Nicolas Cage et Charlize Theron en VO, et réalisé par David Bowers, un ancien animateur d'Universal sur les films de Simon Wells, arrière-petit-fils d'H.G. Wells, tels que Balto, Fievel et Les 4 dinosaures et Le Cirque Magique, mais aussi storyboarder chez DreamWorks et Hardman, pour leur collaboration, ayant réalisé Souris City, qui a très mal vieilli au final, et même gosse je trouvais ça très moche, et Astro Boy a finalement été un tel bide qu'il fera fermer la boîte d'animation qui s'était chargée du film, à savoir Imagi Animation Studio, donc le film est à l'origine de leur fermeture, en 2010, et à qui on devait notamment le très cool film d'animation TMNT, en 2007, pour les Tortues Ninja. Depuis, la dernière chose qu'il a fait, c'est les 3 derniers films Le Journal d'un dégonflé, et il a un projet de faire une adaptation live des Razmoket, où les bébés seront en images de synthèse, donc ça risque d'être aussi effrayant que Cats cette histoire. Astro Boy a eu droit à un teaser, pour un reboot en série en 2014, finalement annulé, et c'est dommage parce que ça avait l'air super cool. Depuis, on a eu un manga Atom the Beginning, dérivé de la licence, qui est un préquel, et un vrai reboot en 2019, du nom de Go Astro Boy Go, qui est une série un peu plus pour enfants, jeunes enfants. Tezuka a aussi adapté son manga Kimba le Roi Lion, qu'il avait publié en 50, pour l'adapter en série en 65, puis en film avant d'être plagié sans vergogne par Disney pour son Roi Lion, qui ont donc réfuté cette affirmation, mais bon ça va, Tezuka Prod a pas porté plainte, parce qu'ils se sont dit qu'Osamu aurait été flatté de savoir qu'un film Disney dont il était si fan s'est inspiré grandement de son œuvre, et grandement c'est un euphémisme. Depuis, Mushi Prod a adapté La Nouvelle Île au Trésor en 67, et Dororo en 69, qui a eu droit à un remake en 2019, par Tezuka Prod et Mappa, étant la production la plus récente de Tezuka à ce jour, puisque Mushi Prod a disparu en 73, ayant adapté d'autres mangas comme Ashita no Joe, représentant le plus connu du nouveau genre des Jekiga, les mangas dramatiques, apparus dans les années 60 et abordant des thèmes plus sérieux, parce que les genres sont très variés. Mais au fond, on a aussi eu des comics et romans graphiques qui parlaient d'autres choses plus graves que des super-héros, et même en France, on a eu des pépites sur le quotidien. Et si on reste sur les mangas, il y a eu le très poignant Les Liens du Sang, qui est le parfait exemple de ce qu'est un Jekiga maintenant, qui est sorti du coup en 2019. La dernière production de Mushi étant Vic le Viking en 74, en coprod avec Nippon Animation, et adapté du roman allemand de Runner Johnson, et dont un nouveau film en images de synthèse, encore, est sorti fin 2019. Et il est sympa, parce que oui, je suis allé le voir. En 59 était créé le Weekly Shonen Magazine, magazine manga le plus important de l'époque, qui est toujours en cours, et c'est au moment de l'arrivée des premiers animés qu'est créé en 68 le fameux Weekly Shonen Jump, son principal concurrent depuis, puisqu'étonnamment, ce n'est pas une division différente du magazine, mais un ennemi commercial, n'ayant pas le même éditeur. Le Shonen Jump l'a battu depuis, et publiera plus tard parmi les plus grands neketsu à partir des années 80 jusqu'à maintenant. Et oui, parce que les mangas au Japon sont toujours publiés à l'ancienne, dans des périodiques, donc des revues vendues en kiosque, à un rythme hebdomadaire en général, comme les différents numéros de comics, mais aussi comme là où on commençait Tintin justement dans le petit 20e, en 29, puis Astérix dans Pilote en 59, à raison de quelques planches à chaque numéro de revue, l'histoire devant être suivie chaque semaine, avant d'être peut-être récupérée par un éditeur pour la regrouper dans un album, ce qui ne se fait pas au Japon, mais en France. Du coup, quand vous lisez un manga, chaque chapitre correspond à la publication hebdo du dit manga, et c'est ce qui est adapté en animé, un épisode c'est un chapitre. Mais en Occident, ça se fait plus, vu que même Mad Magazine a arrêté sa publication en 2018, avant de faire une sorte de reboot en 2019 pour clôturer le magazine, ayant publié les IC Comics, comportant les contes de la crypte et autres histoires d'horreur pulp, et au final, les seuls qui font encore ça, c'est nous, avec le journal de Mickey, depuis 34, qui se retrouve maintenant autour de France, et les Belges, avec le journal de Spirou, depuis 38, mais qu'on se l'avoue, tout le monde lit des BD en album maintenant. Et pourtant, depuis quelques années, apparemment Spirou marche plutôt bien. Le journal, je veux dire.
Mais avant le succès de Jump, des bons mangas importants sont publiés dans Shonen Magazine, dont j'aimerais parler. Tout d'abord Tiger Mask, publié en 68, puis adapté en animé par la Toei en 69, dont l'héritage dans le monde des mangas de sport se fait sentir encore aujourd'hui, étant d'ailleurs sorti en même temps qu'Ashita no Joe, dans le même magazine. Dans les années 80, pour lui rendre hommage, on a même eu un vrai Tiger Mask, un catcheur qui s'appelait Satoru Sayama, et qui est toujours vivant. Je parle à l'imparfait, mais là il a 62 ans, et la dernière fois qu'il a été sur le ring, c'était en 2016. Puis on a eu d'autres hommages, comme dans Tekken, ou Steven Universe, qui a clairement une certaine influence manga. En 72, le magazine publie également Devilman, de Go Nagai, qui a aussi été adapté en animé par la Toei en 72, et qui est resté dans l'ombre pendant très longtemps, à cause des autres mangas publiés à côté, alors que son traitement psychologique de son sujet lui a valu d'être une source d'inspiration, notamment pour Berserk ou Parasite, le manga, pas le film. Depuis, elle est devenue très connue grâce à la série Netflix Devilman Crybaby, sortie en 2018, qui est juste un des meilleurs animés de ces dernières années, et il faut le voir, c'est génial. En plus, Devilman court exactement comme Merinos dans les 12 travaux d'Astérix, mais surtout parce qu'elle est créée par Masaaki fucking Yuasa, ma gueule, le réal de Man Game et de Lou et Lilo Sirène, qui a eu le cristal du long métrage à Annecy en 2017, l'épisode Food Chain d'Adventure Time, qui a commencé comme animateur sur 3 films Doraemon, et qui a même bossé en France pour Ankama, le studio d'animation le plus influencé par les animés, puisqu'ils ont adapté aussi en 2018 Motherfuckers de Run, en film, par Studio 4, avec les casseurs-flotteurs. Mon nom c'est Angelino, et toute cette merde autour c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Et dans lequel se trouve également un hommage à Tiger Mask. Et Masaaki Yuasa, dont on reconnaît vraiment bien le style, a créé les chara-design de l'épisode spécial de Wakfu, Nox Emilia l'horloger, sur les origines de Nox. Et c'est mon épisode préféré de la série. Depuis, Ankama a sorti la saison 3 de Wakfu en 2017, mais on ne sait toujours pas s'il aura une saison 4, vu les rumeurs de problèmes financiers d'Ankama, qui ont enchaîné 2 flops au cinéma après le film Dofus, dont ils avaient dit qu'ils feraient la suite, malgré le flop. Et surtout, Motherfuckers, qui a eu une exploitation très très faible en France. Le nombre de copies étant trop faible pour que ça marche, il a quand même été distribué aux US et au Japon, et Ankama a dit que s'ils font pas de saison 4 à Wakfu, ils le sortiront en BD pour le web, et c'est méga triste pour une série aussi cool. Pour en revenir à Masaaki Yuasa, il a sorti au Japon son dernier long métrage Ride Your Wave, en juin 2019, qui a d'ailleurs été encore présenté à Annecy cette même année, est en compétition, et sortira cette année aux US et au Canada par J-Kids, les nouveaux distributeurs des Ghibli, après Buena Vista Disney, mais on n'a toujours pas de date de sortie en France, et ça me fait super chier. Mais on n'oublie pas les autres magazines, comme le Weekly Manga Action, dans lequel en 67 à sa création apparaît Lupin III, par le regretté Monkey Punch, qui est mort l'an dernier, leur franchise la plus connue, sur le petit-fils d'Arsène Lupin, traduit en France très stupidement par Edgar de la Cambriole, alors qu'Arsène Lupin c'est français, donc... Pourquoi ? Puis a été adapté en animé à partir de 71 jusqu'en septembre 2018, pour la fin de la partie 5, à ce jour. Et puis entre-temps, on a eu un crossover avec Détective Conan, et plusieurs films d'animation, le premier étant sorti en 78, intitulé Edgar de la Cambriole, Le secret de Mamo, mais le plus connu c'est le suivant, en 79, donc Le château de Cagliostro, puisque c'est le premier long métrage que Miyazaki ait réalisé ever, ayant été animateur avec Takahata sur la série. Et au Japon est sorti le 6 décembre dernier Lupin the First, entièrement en image de synthèse, et c'est surprenamment maléfique, puisque c'est rare au Japon, ou alors c'est pas assumé, genre ça veut ressembler à de la 2D, comme la série Berserk de 2016, absolument immonde, et on n'a toujours pas de date de sortie pour la France. On sait qu'il sortira en Italie le 20 février, et en Espagne le 15 mai, pour ce qui est de l'Europe. On n'oublie pas en 69 la création du chat robot du futur Doraemon, extrêmement populaire au Japon, puisque c'est un peu leur Mickey Mouse là-bas, cette mascotte qui sera adaptée en animé en 73, et c'est toujours en cours, vu qu'une 3ème série a commencé en 2005. Pour en finir avec les années 60, et tant qu'on parle d'animé, on va revenir sur Sazae-san, dont j'avais dit que c'était le premier succès d'après-guerre, puisque créé en 46, pour être adapté en animé en 69, et toujours en cours, ce qui l'a fait entrer en 2004 dans le Guinness Book des records, comme étant la plus longue série animée de l'histoire. Oui, plus que One Piece et Détective Conan, c'est possible, avec plus de 3000 épisodes, ce qui fait toujours moins que Les Feux de l'amour et ses actuels 11 857 épisodes, et Anne et Passion qui détient le record avec 18 262 épisodes. Mais qui, elle, s'est arrêtée en 2009, tandis que le manga Sazae-san s'est terminé en 74, avec au total 45 tomes, et en 69 est créé aussi Albator, adapté dans un mauvais film en 2013 en CGI. Du coup là, vous avez vu que ça explose, donc on va passer sur cette période de transition qu'ont été les années 70, puisque c'est à ce moment que les mangas commencent à être exportés en France par la revue Phoenix, qui a l'intention de faire découvrir cette culture, mais ça ne marchera pas très bien avant 87, vu que les éditeurs qui les traduisent sont très rares, et c'est pas des œuvres qu'on retient aujourd'hui, même dans le CV de Tezuka. Donc on va y revenir plus tard. Là, le truc le plus important qu'on a eu dans les années 70, c'est l'avènement du shoujo, dû au mouvement féministe du groupe de l'an 24,
avec la création par exemple de La Rose de Versailles en 72, son adaptation en animé Lady Oscar en 79, ou encore Candy Candy, dont les gens ne retiennent surtout que le générique maintenant. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Pourtant, c'est de cette histoire sur deux orphelines que découlera l'adaptation en 77 du classique de la littérature française Rémi sans famille, le livre s'appelle juste Sans famille, qui a encore eu droit à une adaptation en film en 2018 avec Daniel Auteuil. Bref, que des séries sur l'histoire occidentale, Lady Oscar se déroulant en France au XVIIIe siècle et Candy aux US au XIXe. Après, le seul truc notable dans le domaine des mangas, c'est surtout le développement timide des Magical Girls, après leur création en 66 avec Sally la petite sorcière, mais c'est qu'une transition encore, puisque ça va vraiment exploser dans les années 90, après avoir eu dans les années 80 quelques trucs, comme Gigi en 82 et Creamy en 83. C'est surtout la création de Sailor Moon en 91, qui va tout faire péter en incluant au genre des Musical Girls les éléments des Sentai, les super-héros japonais, en les fusionnant et amenant donc par la suite à la création de tout ce qui est Sakura chasseuse de cartes, Sailor V, etc. Et bien justement, tant qu'on parle des Sentai, c'est ça le truc qui fait que les mangas n'évoluent pas trop dans les années 70, comme vous avez pu le remarquer. Parce que le premier Godzilla était sorti 20 ans plus tôt, en 54, devenant le premier kaiju, les fameux monstres géants dont on parle tant, en pleine période de guerre froide. Le monstre terrassant le pays, représentant bien sûr l'arme nucléaire des US, utilisée sur leur civilisation, à la fin de la guerre, devenant la saga la plus longue de l'histoire du cinéma, avec 36 films à ce jour, en comptant King of Monsters en 2019, mais sans compter le Godzilla vs Kong, qui sortira en fin d'année, devenant le 37e film de la série, sachant qu'on a déjà eu un film en 62, pour représenter cette fois le combat entre leur culture et celle des US, comme il sera fait plus tard en France. J'y reviens, vous inquiétez pas. Donc dans les années 70, et plus précisément en 74, alors que Godzilla est une saga à succès dans le pays, est un peu leur blockbuster au cinéma, sort le 15e film de la saga, Godzilla vs Mechanic Monster, faisant apparaître Mechagodzilla, qu'on retrouvera dans Ready Player One. Du coup, si on inclut ce film aussi, ça fait 37 films, mais on va pas le faire. Et ce film représente bien ce qui est à la mode à ce moment, à savoir les robots géants, ou Jaeger, les mechas quoi, comme vous voulez. Le Japon veut faire des séries télé, et créer donc de 66 à 67 Ultraman, un super-héros japonais, se battant contre des kaiju, qui a eu un remake par Netflix en 2019. Ils ont tout adapté. Et qui préfigurera les futurs Super Sentai, les Avengers du Japon, avec leurs costumes colorés, créés en 75, étant toujours en cours à ce jour, avec plus de 2000 épisodes, où ils aiment bien faire des trucs longs les japonais. Tant que ça marche, on n'arrête pas. Et dont il y a eu plein de séries du genre, dont Bioman, créé en 84, dont s'étaient moqués les inconnus avec Bioman dans les années 90. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Et qui ont surtout été adaptés aux US avec les Power Rangers, créés en 93, toujours en cours aussi, avec environ 900 épisodes à ce jour, et adapté en film plusieurs fois, comme en 2017 avec une version moderne, absolument affreuse, et qui a fait un flop d'ailleurs, et c'est tant mieux, ayant été accusé d'avoir plagié Chronicle de Josh Trank pour son scénario, et l'origine des pouvoirs des Rangers, mais bon, il y a Bryan Cranston, c'est le seul intérêt du film. Cranston qui a joué en 2014 dans Godzilla, de Gareth Edwards d'ailleurs. Sinon en 78, on a eu aussi Sankukai, et la fameuse adaptation japonaise de Spider-Man, avec des robots géants, t'avais parlé de JDG, et qui sera présent dans Into the Spider-Verse 2, sachant qu'on avait déjà une parodie d'animé avec Penny Parker dans le premier. C'est dans cette vague de robots géants qu'est créé aussi Goldorak, le plus connu, en 75. En 71 a été créé le prix Tezuka, qui récompense les mangaka. Bref, après cette période, c'est dans les années 80 que le plus grand tournant aura lieu, avec la création de beaucoup de mangas, Tezuka recevant entre-temps en 85 le prix culturel de Tokyo, alors que Cobra est créé en 78, les shonen reviennent en force pour créer des gros mangas d'action qui sont créés grâce au cinéma occidental, américain surtout. Et il y en a tellement qu'on va faire ça vite, et dans l'ordre chronologique. Donc, en 1980, Akira Toriyama, mangaka fan de Star Wars, dessine Dr. Slump, avec le personnage d'Harley qui apparaîtra dans DB Super, pour un crossover entre ses œuvres. En 81 est créé Captain Tsubasa, traduit en France par Olivier Tom, et dont un remake de l'anime est sorti en 2018. Et puis on a une référence dans le film Nicky Larson. En 83 est créé Hokuto no Ken, ou Ken le survivant, sur un monde post-apo inspiré de Mad Max, dont le deuxième film était sorti 2 ans plus tôt en 81. En 84 est animé par la Toei, la première série animée Transformers, qui sert de pub aux jouets Hasbro, et sera diffusée en France, montrant un début de diffusion des animés dans le pays. Mais c'est surtout cette même année que Toriyama crée ce putain de monument qu'est Dragon Ball. Tout le monde connaît Dragon Ball, même ta grand-mère connaît Dragon Ball en prononçant ses Sankukai, et tout le monde a fait ce signe avec ses mains quand il avait 7 ans, après avoir couru comme ça, même sans savoir d'où ça vient. Oui, il y a des gosses maintenant qui courent comme ça, sans le savoir pour de vrai. Manga de SF inspiré par Star Wars et abordant la question des arts martiaux avec l'épicness qu'on lui connaît. Depuis, il a une des plus grosses fandoms manga, voire la plus grosse, et a été adapté en jeu vidéo, comme dernièrement avec Fighter Z ou Kakarot. Mais le meilleur jeu selon le petit chef, c'est celui sur GBA, Advanced Adventure. Puis il y a le JDG qui avait aussi parlé de celui sur NES, et en animé bien sûr, en 86 avec Brigitte Lecordier, faisant la voix de son Goku, enfant, puis de son fils Sangohan dans Z, ce qui fait que je préfère Dragon Ball à DBZ, qui montre son Goku adulte, et a le pire doublage québécois de l'histoire. Mon nom est Trunks. Du futur? Vraiment? C'est incroyable.
Oui, Vegeta disait vrai. Une navette spatiale Saiyan. Super saillant. Montre un peu de quoi tu es fait, Kakarot. Oh. Dans énormément de combats, et je préfère du coup le côté aventure de Dragon Ball tout court. Ensuite on a eu GT, puis Super, et son film Broly sorti l'an dernier, rendant le personnage canon, et qui est absolument épique, l'animation est ouf. Et on n'oublie pas les dramas taïwanais et coréens de 89 et 90, mais on oublie le film américain Evolution, sorti en 2009, considéré comme un des pires films de l'histoire, en tout cas sur Allociné il est numéro 1, hein, c'est considéré comme le pire film, et pour lequel le scénariste s'était excusé d'avoir pendu une merde pareille. La seule bonne idée du film étant l'utilisation des capsules de Bulma, modernisées, et depuis Disney ont annoncé vouloir faire un nouveau film live, mais DBZ, et pas Dragon Ball. Alors déjà que c'était de la merde sans Z, alors avec, on a vu sur YouTube avec les fanfilms que c'était impossible. En 85 est créé Cosmo Cats, et en 86 on en a 3 d'importants la même année, à savoir Senseiya, aka les Chevaliers du Zodiaque, qui ont eu droit qu'à de la merde après, puisqu'adapté en film en 2015, que le JDG a aussi critiqué dans un club JDG, par les mêmes mecs qui ont fait l'affreux film Albator, 2 ans plus tôt, et là en 2019 est sorti sur Netflix la saison 1 d'une nouvelle série en images de synthèse, tout aussi affreuse, et qui n'est pas terminée en plus. La meilleure chose qu'on ait eu au final depuis l'animé, c'est sa parodie en 2009, Les Chevaliers du Zodiaque abrégé, la meilleure série abrégée, si j'aime beaucoup Retake, qui est à hurler de rire. Accolé. Non. Accompli. Non. Acconnage. Non. Accordéon. Puisque je te dis qu'il n'y a pas de mot de passe, arrête de t'obstiner. Et dont les doubleurs ont aussi fait la parodie de Yu-Gi-Oh! Pour le JDG encore une fois. Yugi, tu dois te venger. Grand-père, tu es mort. Bah non, pourquoi? Alors pourquoi parles-tu comme un fantôme? Eh bien, en fait, c'est très simple. Ensuite on a Araki, le fan de mode et de mannequinat, qui a fait JoJo's Bizarre Adventure, un des meilleurs mangas que vous pouvez voir, si vous arrivez à accrocher au délire seulement, représentant bien pourquoi on aime autant les mangas maintenant, c'est que c'est considéré comme what the fuck, alors que c'est juste monstrueusement créatif. On dirait un enfant qui te raconte une histoire. Jojo qui est surtout connu pour les mèmes maintenant, et qui en est à la partie 8 de son manga, à savoir Jojo Lion, arrivant à 126 tomes, après avoir été adapté en OAV en 93, doublé en VF par Jérôme Powell, aka Hurley dans Lost et Woody Harrelson, dans le rôle de Paul Naref, ce qui rend le tout très drôle. Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul, c'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Puis en animé à partir de 2012, la partie 5 Golden Wind venant d'être adaptée fin 2019, et la partie 6 Stone Ocean étant en attente d'une plus grande demande des fans pour être faite, mais elle sera sûrement faite, vu la commu. Et le dernier c'est City Hunter, adapté en France sous le titre Nicky Larson, dans le Club Dorothée, où il a été très fortement censuré en VF, avec ses fameux bobos. Tu peux lui faire bobo. Cette censure ayant pourtant servi de base au film de Philippe Lachaud, l'an dernier, qui est un peu une sorte de film Club Dorothée, dont tout le monde avait craché dessus avant que ça sorte, sauf le chef otaku, avant de se rendre compte que finalement c'était bien, puisque tout le monde a apprécié et s'est excusé, le chef otaku qui avait soutenu le projet et a demandé un univers français Club Dorothée, vu qu'on peut voir Tortue Géniale de Dragon Ball dedans, et que la suite, si elle se fait, devrait être un crossover avec la série Katsai, créée en 81, par le même auteur que City Hunter, Tsukasa Ojo, comme l'a été le dernier film d'animation dont Philippe Lachaud a fait la voix du méchant en VF. Parce que le Japon aussi a adoré le film, ainsi que l'auteur Ojo, qui a approuvé l'œuvre, tout comme le JDG, Mr. Fox, In the Panda et Durandal, qu'il a même mis dans son top de l'année alors qu'il aime pas les mangas. Le truc c'est que je me demande comment les japonais ont traduit les références au Club Dorothée maintenant. Et si les gens qui ont apprécié le film, c'est pas parce qu'ils sont fans. Si quelqu'un ne connaît pas l'œuvre, est-ce qu'il appréciera autant le film? Parce que Reg le Gorilla l'a détesté, en disant que c'était bof, mais aussi qu'il connaissait pas du tout l'œuvre, de base. Pourtant, Monsieur Mua et Ginger Force ont aussi détesté le film, pour sa vulgarité, à juste titre, et eux c'est des connaisseurs, et ils ont de bons arguments contre ceux qui diront que ça l'était déjà dans le manga de base. Et au Japon en plus c'était pire au niveau du sexe. Le moment important pour la France, c'est en 87, on y revient. Bon, j'ai déjà dit le nom plusieurs fois, surtout là avec Nicky Larson, mais on sait tous pourquoi la France s'est mise d'un coup à lire des mangas. C'est toujours les vacances au Club Dorothée. Le Club Dorothée, qui est créé en 87 et va durer 10 ans, jusqu'à la fin de sa diffusion en 97, et recevra les foudres des médias et des boomers, ne comprenant rien au phénomène manga des années 90, qui sera propulsé par la sortie en France du film Akira en 91, alors qu'il était sorti en 88 au Japon, soit 6 ans après Blade Runner, les deux œuvres se déroulant dans le futur en l'an 2019. Akira avec Piraté, dont Jodorowsky a écrit et dessiné la fin en étant bourré, pour le réalisateur Otomo, et ne s'en rappelle donc plus. Ayant clôturé cette œuvre importante, du genre dystopique et cyberpunk, qui ouvrira la voie l'année suivante, notamment avec la création de Ghost in the Shell, qui a inspiré les sœurs Wachowski pour Matrix, dont un 4ème film sortira en 2021, et qui sont des énormes otaku, et ça se voit à leur film, ayant aussi réalisé l'adaptation super cool et sous-cotée de Speed Racer en 2008, avec John Goodman, détesté à l'époque. Ghost in the Shell a été adapté en film live en 2017, avec Scarlett Johansson, tandis qu'Akira a été parodié en mode Renault, dans la saison 4 des Cassos, sous le nom de Jakira, le 24 décembre dernier, et on a eu une annonce d'un film live, depuis plusieurs années,
dernier, dont on n'a pas trop de nouvelles. D'ailleurs, tant qu'on parle des Cassos, pour montrer un peu l'influence des mangas, c'est une série créée par le dessinateur Balak. Lui aussi un fan de manga, il a aussi fait la série sur l'éducation sexuelle en mode Happy Tree Friends, intitulée Pipoudou, avec Brigitte Lecordier, qui finance sa saison 2 avec un crowdfunding, un teaser pour un Kickstarter étant sorti le 12 décembre dernier, mais Balak, c'est surtout le co-scénariste et storyboarder de ma BD préférée Last Man, de Bastien Vives, dont le 12e et dernier tome est sorti en novembre dernier, ayant eu droit à un préquel en animé sur France 4, chaîne qui sera supprimée le 9 août prochain, avec François, produite en 2016 par Je suis bien content, qui avait produit Persepolis de Marjane Satrapi, Le jour des corneilles et cette pépite du steampunk qu'est Avril et le monde truqué de Tardy. Il y a un caméo de Bastien Vives dans la série, mais elle est surtout réalisée par Jérémy Perrin, alors réalisateur du clip Fantasy de Die en 2011, que je ne vais pas trop montrer pour des raisons évidentes, et en plus de l'annonce de la saison 2 de Last Man, il prépare un long métrage d'animation, pour cette année normalement, nommé Mars Express, et une série Netflix pour le 1er février prochain, intitulée Crisis Jung, qu'il a écrite. Tu la sens l'influence des mangas dans la culture occidentale actuelle là? Surtout en France, on est les deuxièmes plus gros consommateurs de mangas au monde, devant les US, à partir de toute cette explosion dans les années 90 avec le Club Dorothée, juste après le décès en 89 de Tezuka d'un cancer de l'estomac, dont une exposition au musée d'art moderne de Tokyo en 90 fait donc entrer officiellement les mangas dans l'histoire culturelle japonaise officielle. Ce moment important dans l'histoire du média participera à l'arrivée de plein de mangas populaires. J'étais sur le cyberpunk, on peut parler de Gunm, adapté en film l'an dernier par Rodriguez et Cameron, sous le titre Alita Battle Angel. Je dis toujours ce que sont devenus les mangas, pour que vous voyez un peu comment ça a évolué et c'est resté dans le temps. Donc dans le désordre, on peut citer parmi les plus connus Berserk en 89, le meilleur manga du monde, avec ses dessins magnifiques et son influence sur la dark fantasy, étant souvent comparé à GOT, Game of Thrones, alors que c'est bien plus violent, qui en est actuellement au tome 40, et n'a que pour seule adaptation potable, par rapport au manga je veux dire, qui pour le coup est vraiment à lire, sa trilogie de films de 2012 à 2014. On a pu voir son influence dans Avengers Infinity War, dans lequel se trouve une référence et un hommage clair et net à la scène de l'éclipse lorsque Thanos récupère la pierre de l'âme. Même Marvel est fan de manga, en même temps ils ont créé en 99 les comics Big Hero 6, qui ont été adaptés en film en 2014 par Disney, traduit en France sous le titre Les Nouveaux Héros, qui est à mes yeux leur meilleur classique d'animation de la décennie, avec Zootopie, et dans lequel se trouve encore un caméo de Feu Stanley, en animation cette fois. Blame, en 98, dont un film est sorti en 2017 sur Netflix, l'excellentissime Cowboy Bebop, le meilleur animé qui ne soit pas adapté d'un manga, diffusé en 98, et dont une série Netflix live est en tournage, enfin là c'est en pause à cause d'un accident dans le tournage, et un projet de film où Spike aurait été interprété par Keanu Reeves, le vrai héros d'Hollywood et notre dieu à tous, a été annoncé en 2008 mais a été annulé. Détective Conan en 94 et ses 966 épisodes et 97 tomes, méga populaire au Japon, au point qu'au moment où Endgame dominait le box-office mondial, c'est le dernier film Conan qui était le numéro 1 au Japon, genre c'était le seul pays où il n'était pas numéro 1 Endgame, pour le 23e film de la série, ayant eu droit à un film par an depuis 97, et qui a été adapté en live dans des dramas, ce qui me donne l'occasion de parler de toutes ces adaptations live que les japonais ont fait de vraiment beaucoup de mangas, et qui sont mieux que les films que feront les américains, sauf FMA, qui est nul à chier. Parce que ça reste quand même pas ouf non plus, c'est mieux que les américains. Mais par exemple dans Jojo, Jotaro a perdu tout son côté badass, et Sailor Moon est méga cheap, et montre bien que c'est un problème pour faire des scènes d'action, d'adapter un manga en live. Et il y a aussi des musicals et spectacles adaptés de manga, comme One Piece ou Naruto. Bah tiens, parlons-en de One Piece, apparu en 97, devenant le manga le plus vendu au monde, avec 460 millions d'exemplaires vendus, détrônant Dragon Ball, et la série la plus vendue faite par un seul auteur, la deuxième série la plus vendue tout court, juste derrière Superman. Naruto, pour continuer, créé en 99, troisième sur le podium des mangas les plus vendus au monde, le Big 3, et adapté en animé en 2002, qui a fait comme Dragon Ball avec 3 parties, Naruto quand il est enfant, 220 épisodes, et Naruto Shippuden quand il est adolescent, 500 épisodes, pour 8 films et 72 tomes. Depuis on a eu la série sur son fils, Boruto, qui en est elle à 10 tomes pour 140 épisodes. Pokémon, l'animé adapté du jeu vidéo, créé en 96, qui a été aussi adapté en manga en 53 volumes, et en carte à jouer. L'animé en étant à 1093 épisodes et 22 films d'animation, plus un film live, Détective Pikachu, sorti l'an dernier, et qui devrait être le début d'une franchise, puisqu'un 2 est prévu, ainsi qu'une vraie adaptation de Pokémon Rouge. Pour ce qui est des jeux, les deux derniers présentant la 8ème génération, Épée et Bouclier, sont sortis en novembre dernier, très critiqués par les fans, qui sont une fanbase affreuse, Pokémon franchement. De toute façon, à cause des polémiques autour du développeur Game Freak, et de passes d'extension ont été annoncées le 9 janvier dernier, pour Armure en juin prochain, et Couronne en novembre. Enfin c'est pour l'automne, mais on se doute que c'est novembre. Le succès de Pokémon a été tel qu'il a eu des plagiats, le plus connu étant Digimon en 98, GTO en 97, et ses 25 volumes pour 43 épisodes, Fruits Basket en 98, qui a eu droit à un remake en 2019, et a décidément été une année chargée, Hamtaro, Hellsing, Hunter x Hunter, et ses sorties de chapitres horriblement irrégulières, parce que son auteur habite dans une décharge qui lui sert de résidence et de bureau, et qui est très inspiré de Jojo, tout comme Yu Yu Hakusho. Trigun, le manga Karakuri Circus en 97, qui a enfin été adapté en animé 21 ans plus tard en 2018, Kenshin le Vagabond, Mes voisins les Yamada, que Takahata a adapté en film, Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, je sais toujours pas comment ça se prononce, et sa fin aussi controversée que son générique est adoré, dont le créateur est un ancien de chez Ghibli, qui a bossé sur Nausicaa.
Ranma & Demi, Yu-Gi-Oh! Et Quartier Lointain en 98, adapté en film live en 2010 en France. Et enfin les mangas de Junji Ito, comme Spiral, la même année. Grand mangaka d'œuvres horrifiques, important à lire quand on aime les mangas. Dans le même esprit que le film Tetsuo the Iron Man, sorti en 89, Junji Ito, ayant fait dernièrement un caméo dans le jeu Death Stranding de Kojima, et son casting immense, où finalement il ressemble à Antoine Daniel. Voilà. Et il a beaucoup influencé d'autres mangas comme Monster notamment. Les années 90 se terminent par la création de la première convention consacrée à la culture japonaise en France, à savoir la Japan Expo en 99, représentant bien l'engouement que ces nouveaux médias ont pris en 10 ans, une décennie pourtant difficile pour les mangas dans les médias en France, alors que la revue Animeland a été créée au début de celle-ci, en 91, et cette haine va pourtant continuer, pour se calmer un peu dans les années 2000, après le soutien de la cause contre les mangas, entretenu par Zemmour et Ségolène Royal, par le dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, ayant avoué détester les mangas, et a donc sorti en 2005 le pire album de la série Astérix, une des pires BD de l'histoire, même si c'est pas pire que Tintin au Congo, intitulé Le ciel lui tombe sur la tête, le 33e tome qui a déçu tous les fans, l'ayant fortement critiqué pour son scénario, parlant en fait d'une invasion extraterrestre finalement oubliée des personnages, métaphore de l'invasion des médias étrangers, en particulier sur le marché de la BD, Uderzo ayant peur d'être envahi, Astérix représente donc les BD européennes, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, que sont les US, dont le représentant Toon est une parodie de Mickey Mouse, dont le nom de la planète, Tad Sylvine, est une anagramme de Walt Disney, et les soldats sont une caricature de Schwarzy en Superman. Ils représentent bien sûr les comics américains, qui sont des envahisseurs, tout en restant des collaborateurs. C'est des partenaires quoi. Contrairement au Nagma, anagramme de manga, qui sont les véritables ennemis de cet album, faisant surtout référence à Goldorak, avec les cornes du vaisseau et du chef Nagma, mais surtout les robots, du nom de Goldorak, représentant donc clairement les mangas comme un danger, alors que du coup, sa seule référence c'est Goldorak, et bon, c'est quand même pas mal, et pas si violent que ça. Cet album à lui seul représente toute l'idéologie des boomers, qu'a instauré Zemmour. Et si je dis boomer, depuis tout à l'heure, c'est parce qu'avec cette récente expression, et ce même, les lecteurs plutôt jeunes se révoltent pour faire valoir leurs droits, comme les boomers l'ont fait de leur temps et leurs parents avant eux. Et oui, parce que vous vous foutez de leur gueule, mais l'arrivée de nouveaux médias marche comme un cycle. Dès que quelque chose de nouveau arrive, il est immédiatement rejeté. C'est le cas depuis la Bible, la preuve vous voyez comment a fini Jésus, et puis le Coran par la suite rejeté par les vieux cons, mais là c'est toujours le cas. Puis les romans un peu osés à la Renaissance, comme les Liaisons dangereuses qui avaient fait polémique, les Penny Dreadful au 19e siècle, les comics et autres BD considérés alors comme de la sous-culture, et la création du Comics Code Authority pour interdire les pulps, le Code Ice, censurant le cinéma d'Hollywood de 34 à 66, interdisant par exemple juste que des personnages s'embrassent, l'attrape-cœur, dont on avait dit qu'il avait influencé le mec qui a tué John Lennon, les films de Buñuel, Scorsese et Lars von Trier qui ont fait scandale, les jeux vidéo bien sûr avec GTA, même la Tour Eiffel a été vue comme une immondice représentant une érection par des auteurs comme Maupassant. Tout ce qui est nouveau est rejeté, donc juste pour ça j'ai envie de dire, ne faisons pas la même chose et acceptons ce qui est à la mode maintenant, même Fortnite, même les films de super-héros, même si par nostalgie on peut se dire que c'était mieux avant, faut les accepter et tout se réglera parce que sinon on va pas s'en sortir vraiment. Parenthèse refermée. Pour commencer, SNK, ou l'Attaque des Titans, la seule œuvre dont je préfère clairement l'animé au manga, parce que je le trouve plus beau et l'animation est méga fluide, et épique, du coup ça me prend plus aux tripes, et me donne même l'impression que c'est mieux rythmé. Le manga se terminera d'ailleurs en juin prochain, pour que l'anime se termine cet automne. Bleach et Fairy Tail, que je mets dans le même panier, parce que c'est deux gros mangas à succès. Alors Bleach, il était dans le Big 3 en 2003, et que j'aime vraiment pas. Death Note, le premier animé que j'ai vu sérieusement, je veux dire en considérant ça comme un animé, si j'inclus pas tout ce qui est Pokémon, Cité d'Or, Tom Sawyer que j'ai vu en entier alors que tout le monde connaît juste le générique, Booba, etc. Du coup je pense que c'est très bien pour commencer, en plus c'est très court, il y a juste 37 épisodes de 20 minutes, comme tous les animés, 20 minutes les épisodes, qui sont tous sur YouTube, et en plus la VF est excellente. Code Geass, un très cool animé original sur des mechas, dont une saison 3 a été annoncée en 2016, mais on n'a plus de nouvelles depuis, c'est un peu devenu une blague ce truc. Gurren Lagann, un animé absolument épique et surdimensionné, dont le film Promare est une réminiscence totalement explosive, d'une énergie immense et un rythme de malade, un peu dans le même style de Kill la Kill. Le manga d'horreur Mirai Nikki, Samurai Champloo par le même créateur que Cowboy Bebop, et après le jazz dans l'espace, c'est du hip-hop dans le Japon féodal. Toriko, un shonen sur la bouffe, qui a eu droit à un crossover avec Dragon Ball et One Piece, vu que c'est dans le même style mais c'est pas aussi bien. FMA Brotherhood, un de mes animés préférés, qui a lui aussi une très bonne VF, incluant notamment Benoît Alman, et s'est fait violer par le drama. Et je dis bien Brotherhood, puisque le premier animé avait rattrapé le manga, qui ne s'était pas terminé à l'époque. Du coup c'est parti en couille, on se retrouve avec Kitzler et Fritz Lang, bref niquez-vous, je préfère oublier cette version et retenir celle qui a fait mon générique d'animé préféré. Soul Eater avec des personnages très attachants, et en plus d'être cool, c'est drôle. Et enfin, dans les années 2000, Avatar le dernier maître de l'air, et Code Lyoko, parce qu'au moment où la France a voulu censurer les animés, sans y arriver, ceux qui marchaient le mieux, et qui étaient bien produits par la France, pourtant, c'était ceux qui ressemblaient le plus à des animés. Wakfu, Totally Spies et son petit frère Martin Mystère,
Avatar et bien sûr Code Lyoko. Et son générique devenu aussi culte que ses images de synthèse ont mal vieilli, même si à l'époque c'était bien, faut le reconnaître. Et en plus, point commun ultime avec les animés, et en particulier Dragon Ball, il a lui aussi eu une adaptation live exécrable du nom de Code Lyoko, Evolution. Ensuite, pour les années 2010, Black Clover de la nouvelle vague des shonen des années 2010, qui est juste Naruto à l'école des sorciers, auquel il a été comparé, et que je trouve bien moins déjà que My Hero Academia, qui lui cette fois est très différent, puisque c'est Naruto à l'école des super-héros. Oh, mais ça n'a rien à voir! Beastars, le manga de Zootopie, dont l'anime a commencé en 2019. Les Enfants de la Mer, qui a été adapté en film en 2019 encore, tout comme Penguin Highway. Les Enfants Loups et le Garçon et la Bête, aussi adapté par Mamoru Soda. Et Raise Your Lie in April et Orange, si vous voulez des trucs plus calmes et intimistes, touchants et poétiques. Le light novel Sword Art Online, sur les jeux vidéo, auquel j'accroche moins, mais voilà, il a ouvert la vague du genre du isekai, où un personnage est transporté dans un autre monde, chose qu'Alice au Pays des Merveilles avait au final inventé 200 ans auparavant, alors que les mangas BD étaient à peine inventés. Tokyo Ghoul, dont le manga s'est terminé en 2018, et j'ai bien aimé la saison 1, pour le générique et la torture à la fin, et puis on a eu la suite et... Ouais, c'est marrant. Et pour finir les années 2010, c'est aussi le début des web-séries, apportant un certain intérêt pour les webtoons, qui sont donc les BD coréennes, énormément lues sur les smartphones, et faisant de n'importe qui des mangaka, comme One, le créateur anonyme de Mob Psycho 100 et One Punch Man, dont on ne sait toujours pas l'identité, puisqu'il les a postés sur internet, avec une qualité de dessin assez mauvaise, voilà, il a pas trop de talent, lui permettant donc, dans son délire, parce que voilà, c'est quand même épique et bien raconté, d'avoir quand même droit à des remakes par Yusuke Murata, un dessinateur professionnel, qui créera sa notoriété, puisqu'ils recevront tous les deux le prix du meilleur manga Sugoi Japan Award en 2016. L'anime One Punch Man a eu un énorme succès pour sa saison 1, malgré sa saison 2 très critiquée, voilà, elle a un peu été détestée, et c'est normal, sorti l'an dernier, et qui fait que, tout comme le manga, si tu veux voir One Punch Man, tu peux voir la saison 1 et t'arrêter là, parce que l'animation en vaut le coup, et aussi pour sa VF, incluant Orelsan. En gros, tout ce que tu sais faire, c'est balancer des cailloux, quoi. Franchement, tu gâches tes pouvoirs, mon vieux. Encore un fan de manga, son pseudo de base étant une référence à la culture japonaise, puisque c'est Aurel pour Aurélien, et San pour Monsieur en japonais, qui est dans ce délire, comme on peut le voir dans le clip de Ils sont cool des casseurs flotteurs, rendant hommage aux Chevaliers du Zodiaque. On vit encore dans une belle époque pour cette culture, qui est enfin majoritairement acceptée, même si c'est toujours pas universel. Rien qu'en début d'année est sorti en France Les Enfants du Temps, le dernier Makoto Shinkai, qui a fait Your Name en 2016, et qui marche bien en ce moment au box-office, là où il y a 10 ans, ça aurait été correct, et encore pire il y a 20 ans, ayant du potentiel à l'animation pour marcher aussi bien en France, et même aux US, qu'un Disney, si on rêve un peu, ou un blockbuster. C'est plus devenu des films obscurs, surtout depuis que les Américains leur ont rendu hommage au cinéma, comme Edgar Wright, avec Scott Pilgrim, autant que la musique, avec les personnages de l'album Discovery de Daft Punk, ou ceux du groupe Gorillaz, qui ont clairement une vibe manga, surtout le personnage de Noodle, qui est japonaise. Une bonne occasion pour terminer cette vidéo en musique. Asphalt